Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est Coco Chanel qui nous accompagne toute cette semaine. Nous sommes au cœur de son grand destin. Alors hier, vous nous disiez qu'elle était née à Saumur. Elle a passé une partie de sa jeunesse à Moulins, à Vichy. Coco Chanel vit maintenant chez Étienne Balzan. Et oui, et cette jeune femme très mince, très brune, au visage émacié, au trait vif, qui fascine les invités, s'adapte très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. La vie lui paraît délicieuse auprès d'Étienne Balzan. Néanmoins, elle est sans doute trop fière et trop indépendante pour envisager de se contenter de cette situation par ailleurs très agréable. Gabrielle veut absolument voler de ses propres ailes, ce qui à l'époque et dans sa position revient à faire preuve d'une originalité hors du commun, c'est ce que disait Edmond de Charleroux il y a un instant. Alors, évidemment, elle ne connaît pas grand-chose de la vie et elle ne sait pas faire énormément de choses en dehors de la couture, je vous l'ai dit, puisqu'elle était couturière. Elle réclame un modeste atelier de modiste. Elle a toujours eu la passion des chapeaux, des coiffures, etc. Elle va avoir son atelier très bien placé, avenue Gabriel, et puis bientôt l'atelier des ménages rue Cambon, ça y est, nous y sommes. Et à partir de 1913, on voit Gabrielle, Coco comme tout le monde l'appelle déjà à l'époque, on la voit ouvrir une boutique de mode à Deauville. C'est exactement ce qu'il lui fallait, Deauville. Tout lui plaît là-bas. Il y a le cheval, j'ai peut-être pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais elle adore monter à cheval, elle y passe son temps. Il y a le cheval, sur la plage, vous imaginez, il y a la mer bien sûr, et puis cette société extrêmement élégante, en même temps assez jeune, et qui adopte les modes vestimentaires à l'anglaise à Deauville, bien entendu. On s'y promène beaucoup plus décontracté qu'à Paris. Et ça, d'emblée, ça parle à Gabrielle. Peut-être que c'est l'effet de ses origines paysannes, ses origines très simples, éloignées de toute complication. En tout cas, elle n'aime rien tant qu'être décontracté. Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir. Il faut vous dire quand même qu'à cette époque, les tenues des dames, je vous dis bien 1913, les tenues sur lesquelles règne le grand styliste Paul Poiret, sont de véritables harnachements extrêmement compliqués. Il y a tout ce jeu de corsets, de baleines, de traînes, les coiffures alambiquées, extrêmement lourdes. Tout ça peut faire près d'1 mètre de haut quand même. Je ne résiste pas au plaisir de citer Jean Cocteau, qui à propos de ces tenues des dames de la Belle Époque parle, je cite, de ces scarabées sacrés ornés de pinces à asperges, dit-il, ces samouraïs de zibeline et d'hermine, ces cuirassiers du plaisir que harnachaient et caparaçonnaient dès l'aube de robustes soubrettes. Et Cocteau ajoute: l'idée de déshabiller une de ces dames était une entreprise coûteuse qu'il convenait de prévoir à l'avance comme un déménagement. C'est vrai, bon, il en rajoute peut-être un peu, mais c'est vrai que c'était vraiment très compliqué tout ça. Et n'importe qui d'un peu intuitif aurait pu penser qu'un jour ou l'autre, ça allait toucher à sa fin, qu'on allait simplifier tout ce harnachement, et c'est donc là qu'intervient Chanel. Elle les observe, ces dames élégantes, à commencer par les grandes cocottes. Elle perçoit tous les petits changements qui pourraient leur rendre, pour peu qu'on s'y attache, qui pourraient leur rendre la vie plus facile. Moins de falbalas, plus d'aisance, des boutons vrais et non pas des boutons factices qu'on collait partout, de vraies poches et non pas des décors inutiles, des coutures droites tout simplement, des formes assouplies. L'époque est mûre pour ça, d'autant plus que la guerre de 14 va bientôt faire exploser les anciennes catégories. D'un seul coup, nécessité faisant loi, les femmes deviennent actives. Elles s'imposent partout, elles gagnent une indépendance toute neuve, on a eu l'occasion de le dire souvent, bien entendu, et on peut dire aussi que d'une manière plus pratique, les élégantes du tout Paris sont nombreuses à cette époque à s'être justement réfugiées où ? Dans les villes, dans les cités balnéaires et notamment dans les stations balnéaires et notamment à l'hôtel Normandie de Deauville. Ça tombe bien puisque juste en face du Normandie, vous avez une petite boutique où tout le monde se précipite. C'est une des rares boutiques qui soit restée ouverte pendant la guerre. Ça tombe bien, elle ne désemplit pas. Vous aurez compris que c'est déjà à Deauville, en pleine Première Guerre mondiale, la boutique de Coco Chanel. Coco Chanel veut libérer les femmes. Elle devient une modiste à contre-courant et elle a une boutique à Deauville qui connaît un immense succès alors que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Et dès avant la guerre, chez Étienne Balzan, elle avait fait la connaissance d'un Anglais fortuné. Il possède des mines de charbon tout à fait stratégiques. Il s'appelle Arthur Capel.
On le surnomme Boy et Boy va devenir l'amour de Coco. Il entreprend de faire son éducation artistique et mondaine. On les voit partout ensemble, à Biarritz, à Paris bien sûr, et puis à Deauville. Et la légende veut que la révolution Chanel ait eu lieu sur le yacht de Boy lors d'une croisière au départ de Deauville justement. Il fait un petit peu frais, il y a du vent, vous savez, il y a des embruns. Enfin, on est en Normandie, ceux qui connaissent bien la Normandie me comprendront. Et il y a un gentleman à bord qui retire son chandail et qui le propose à Coco. Chanel. Elle le met sur ses épaules et là elle dit mais c'est une merveille. Elle adore le côté un peu robuste de ce vêtement, évidemment qui n'a pas été conçu pour une femme, avec justement ses coutures très droites, etc. Ça lui plaît énormément. Elle a l'idée de garder le chandail et elle voit surtout dans le regard des hommes qui sont à bord, elle voit une espèce de trouble. C'est vrai qu'elle est ravissante, elle a peut-être jamais été aussi belle de sa vie, mais là, en plus, dans ce costume masculin, ça lui donne un côté androgyne, évidemment, qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Et dès qu'ils arrivent au port de Deauville, elle a une idée, elle dit « Et si nous allions prendre un verre au bar du Soleil ?» Autrement dit, elle va se faire voir comme ça sur les planches. Ça a un succès phénoménal, toutes les femmes veulent en faire autant. Le lendemain, sur les planches à Deauville, on ne voit que des femmes qui portent des vestes et des chandails d'hommes. Donc vous voyez, la mode a mis 24 heures à se faire. Et là, Coco se dit qu'elle a trouvé quelque chose. Et je cite d'ailleurs Gilbert Gimino. Il nous dit que sortant de cette croisière, la mode était faite. Et bien maintenant, dit-elle, puisque c'était des chandails que voulaient ces dames, maintenant il n'y a plus qu'à tricoter. En l'an 2000, Henri Gidel, l'ami Henri Gidel, a consacré une grande biographie chez Flammarion à Coco Chanel et il écrit notamment ceci qui est très juste. En fait, la révolution opérée par Gabriel ne se limitera pas au choix de nouvelles matières. Naguère, c'était l'aspect décoratif du vêtement féminin qui était la préoccupation essentielle des couturiers. Eh bien, aux yeux de Chanel, c'est la silhouette générale, la ligne qui doit primer. Il est urgent de la débarrasser de tous les ornements superflus. Et sitôt la paix revenue, au lendemain de cette Première Guerre mondiale, Chanel va donc lancer une mode radicalement nouvelle, mode qui rencontre tout de suite l'adhésion de toute une partie de la gent féminine. Et il faut vous dire que toutes ces dames en avaient un petit peu assez des colifichets, des dentelles et des froufrous. Elle va même plus loin, puisque Coco Chanel va avoir cette idée incroyable d'emprunter un certain nombre d'accessoires de mode aux tenues des employés, des ouvrières, des domestiques même. Prenez les petits cols blancs, vous savez, les cols Chanel. Eh ben, c'est exactement les cols que portaient les bonnes autrefois sur leur petite robe noire. Le côté bleu marine et blanc, c'était la tenue qu'elle avait elle-même à l'orphelinat, etc. Vous voyez, elle va faire entrer dans le grand monde, si je puis dire, et dans la haute mode, elle va faire entrer des codes, des habitudes, un style qui jusqu'alors étaient réservés aux petites gens. Ce changement de style, du reste, ne va pas se limiter aux vêtements. Pour fêter ses premiers 200 000 francs de bénéfices, 200 000 francs or de l'époque, c'est vraiment beaucoup d'argent, elle décide de se couper les cheveux. Et elle le fait savoir, bien entendu, on ne parle que de ça à Paris. La physionomie qui désormais sera la sienne, ce genre garçonne un peu effronté comme ça, cette physionomie va faire le tour non seulement de la France, mais de l'Europe, mais du monde entier. Elle est en train de changer la façon de se présenter, tout simplement. C'est elle aussi qui, la première, va se laisser brunir le visage au soleil. À l'époque, ça ne se faisait pas, il fallait être très très blanche, vous savez. Eh bien, là encore, elle va créer la mode et dès la saison suivante, on verra toutes les Parisiennes un peu aisées qui voudront avoir justement le teint allé. C'est assez extraordinaire. On a l'impression que lorsque Chanel a une idée, immédiatement, tout le monde se met à faire la même chose. C'est assez étonnant.
Je finirai, comme j'ai commencé, par Edmond de Charleroux, qui nous dit « Elle a changé la vie des femmes. Les autres l'ont embellie. Chanel a installé les femmes dans le XXe, sinon même dans le XXIe siècle, inventant tout. Les femmes ne sont plus esclaves de leurs robes. Elles ont dominé la mode à travers la tenue suggérée par Mademoiselle Chanel. Elle a été novatrice en tout, dans sa manière d'être, dans l'utilisation de son argent, le mécénat qu'elle a fait tellement délicatement en aidant les artistes sans vouloir être nommée. Elle était une novatrice et nous dit Edmond de Charleroux, novatrice, je crois que le mot se suffit à lui-même.